Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver sur ODD TV. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le numéro 1 du top 100 des décideurs les plus influents de la communication en France en 2021, classé par le magazine Forbes. Si vous n'arrivez pas à deviner de qui il s'agit, alors mon collègue Raoul Nanandonvide est là pour vous aider. Bonjour Raoul. Bonjour Pulchéry, amis internautes, bonjour. Il s'agit bien du numéro 1 du top 100 des décideurs les plus influents de la communication classé par le magazine Forbes. Frédéric Fougera, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le président de TECAN Paris, une agence de communication de crise, image et réputation des personnalités sensibles. Véritable avant-gardiste du métier de la communication. La com est un métier. Rencontrez-le, il vous le dira autant de fois que possible. Et l'homme insiste et nuance, la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Il est aussi cofondateur et associé de l'agence Conseil en communication, Cogiteur, un collectif de DICOM au service des DICOM, également enseignant. Conférencier, Frédéric Fougera a été durant 35 ans directeur de la communication dans le public puis dans les groupes internationaux. Amoureux du partage, il a à son actif plusieurs livres. La com est un métier, un DICOM n'est pas un démocrate, le DICO de la com, etc. Actuellement, sa principale motivation reste le partage et la transmission. Et, comme il le dit, en communication, il faut jamais oublier que content is king. Alors, Monsieur Frédéric Fougera, vous êtes au Bénin depuis quelques heures. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur le sol béninois? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation et pour la délicatesse de avant-gardiste qui veut dire en fait vieux. Mais oui, j'ai 57 ans, donc j'assume mon âge. Et c'est une jolie façon de présenter un ancien. Pour répondre à votre question, mes premières impressions, j'en ai plusieurs en fait. La première, c'est une émotion forte parce que j'ai beaucoup d'amis béninois. Et je sais qu'ils auraient aimé être avec moi. Et donc, en arrivant sur leur terre, j'ai forcément beaucoup pensé à eux parce que j'étais très ému de venir dans le pays dont ils me parlent, pour lesquels ils sont mes références. Voilà, ça me touchait d'être au Bénin pour la première fois parce que c'est ma première visite. La deuxième sensation, c'est certainement une forme d'émerveillement. Ça peut vous paraître naïf, mais pourquoi et comment je suis ici en fait? Je suis ici grâce aux réseaux sociaux. C'est la force, la magie, la puissance des réseaux sociaux qui font qu'on fait des rencontres, on crée des relations, on crée des amitiés et un jour on finit par organiser des événements pour se voir en physique et pour se rencontrer comme aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux, on en dit parfois beaucoup de mal et à raison, mais ça produit aussi de très belles histoires et cette histoire de rencontre qui me permet aujourd'hui d'être à vos côtés, c'est grâce aux réseaux sociaux et je trouve que c'est sympa de le dire. Et j'ai envie de vous dire une troisième chose. Je suis aussi émerveillé par le dynamisme que je rencontre ici en arrivant à Cotonou. Je pense que ça se ressent dès l'aéroport, mais dès mes premières visites et mes premières rencontres ce matin, j'ai rencontré une ville très dynamique, une économie très dynamique. J'ai visité la zone spéciale, j'ai rencontré un certain nombre de personnes et je vois, en plus des communicants, il y a tout un écosystème extrêmement dynamique et c'est important de le dire, c'est important de le partager. Je repartirai aussi avec cette parole. On a souvent des propos très caricaturaux sur les pays qu'on ne connaît pas et quand on connaît un pays, on peut dire sa réalité et la réalité de ce que j'ai déjà revu en quelques heures, c'est une forme de dynamisme époustouflante. Alors, nous, on est très heureux de vous accueillir sur notre sol. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau de ODD TV. Et dites-nous quel est l'objectif ou l'objet de votre visite au Bénin. En fait, cet objectif, vous l'avez évoqué en me présentant, c'est celui de partager, de transmettre. Donc voilà, je suis arrivé à un âge où après avoir beaucoup donné professionnellement, il est venu aussi le temps, avant de laisser la place aux plus jeunes, de partager avec eux, aux plus jeunes ou à d'autres. Mais donc voilà, partager, transmettre mes connaissances, partager, se faire savoir. Et puis, comme je le disais à l'instant aussi, rentrer en France avec une image du Bénin qui est le Bénin d'aujourd'hui et pour pouvoir en parler, pour pouvoir partager avec des chefs d'entreprise, des investisseurs en leur disant est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Et il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe parce qu'il y a certainement des choses à faire ensemble, en partenariat. Alors, 35 ans de vie professionnelle, vous êtes un spécialiste de la communication de crise. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Quand on parle de la communication de crise, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce concept? Alors la communication de crise, c'est quelque chose de très vaste. Déjà, il ne faut pas confondre la crise et la communication de crise. La crise, c'est une situation où une marque, une personne est en difficulté, où
La communication de crise, c'est ce qui va accompagner la gestion ou la sortie de cette situation de crise. Donc c'est un des éléments de la crise. Parfois, on a tendance à mélanger les deux, ce que vous n'avez évidemment pas fait, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, il peut y avoir confusion et amalgame. La communication de crise, ça consiste soit à anticiper une crise, donc il est essentiel, important de se préparer à la communication de crise pour pouvoir bien affronter une crise. Beaucoup oublient cette phase d'anticipation. Et puis, c'est le moment aussi, dans le feu de l'action, de gérer la communication d'une crise qui est présente et dont il faut se sortir. Et ça, je le définirais par deux verbes, préserver et protéger. Il faut préserver ses intérêts, ceux d'une entreprise, ceux d'une organisation publique, ceux d'une personne, d'une personnalité, d'un dirigeant ou d'une dirigeante. Préserver et protéger pour accompagner cette sortie de crise et passer à des choses plus positives une fois que la crise est passée ou qu'elle a été résolue en partie ou pas en partie. Mais en tout cas, il y a des choses à préserver, il y a des choix à faire. Et donc c'est ça, gérer une communication de crise. Alors, est-ce qu'il y a une différence? C'est vrai qu'il y a la communication là, mais également à côté, il y a le journalisme. Certains font la confusion par rapport à la communication et le journalisme. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux ou une différence? Ce n'est pas une question de nuance ou de différence, ce sont deux métiers tout à fait différents, mais qui sont exercés par des personnes qui ont des appétences et des compétences qui sont très proches. Le métier de journaliste, pour moi, c'est le métier de celui ou de celle qui doit aller investiguer, qui doit rapporter des faits, qui devrait être le plus neutre possible et qui doit permettre une réflexion. Moi qui écoute le journaliste, je ne connais pas le sujet, le journaliste me permet de comprendre le sujet et doit m'amener à me faire moi, ma propre réflexion. Le métier du communicant, il est différent parce que le communicant, lui, il doit chercher à produire une émotion. Il doit chercher à produire une émotion et pour ça, il sélectionne une information. Et il va la présenter d'une façon, sous un angle, avec une intention, pour vous permettre de ressentir une émotion, pour faire évoluer vos idées, pour vous faire décider d'avoir un acte d'achat ou d'avoir un acte électoral pour voter pour une personne. Donc voilà, d'un côté, il est supposé y avoir une neutralité et quelque chose d'extrêmement complet. De l'autre côté, c'est plutôt un choix pour promouvoir et valoriser une situation, une personne, un service, en vue de quelque chose qui est votre intention de communication. Et pour revenir complètement à votre question, c'est un sujet que souvent me pose dans les pays francophones africains que je visite et où je constate que beaucoup de personnes exercent tout ou partie les deux métiers. C'est justement ce qui a suscité la question. Je le comprends bien. Et j'ai mené une enquête auprès de plus de 1000 communicants et journalistes ces derniers temps, une enquête qui n'a pas encore été publiée, où je pose notamment cette question-là. Si eux, ils font la différence, s'ils considèrent qu'ils occupent le même métier, et si dans l'esprit du public, il y a amalgame. Autant ils reconnaissent que dans l'esprit du public, il peut y avoir amalgame entre communicants ou communicateurs et journalistes, autant ils considèrent chacun de leur côté que ce n'est pas le même métier. Je suis d'accord avec eux, comme je vous l'ai expliqué. Ce sont deux métiers différents, mais très proches dans leur approche, dans la philosophie. Les personnes qui exercent l'un peuvent parfaitement exercer l'autre, et c'est ce qui souvent se passe. Et je ne vois pas de problème de déontologie à ça, dans la mesure où on le fait en toute transparence, et que le jour où vous avez votre casquette de journaliste, c'est parce que vous intervenez comme journaliste. Le jour où vous avez votre casquette de communicant, vous intervenez en tant que communicant. Quel comportement doit adopter un leader en situation de crise et quel est le rôle du communicant? Alors comme il y a beaucoup de crises et de situations de crise différentes, il est difficile d'avoir une définition générale sur les premières règles ou sur le rôle qu'on devrait avoir. Il y a quand même des attitudes qui devraient toujours être les mêmes. En tout cas, ce sont celles que moi je prône, que je défends. La première des attitudes, c'est celle de l'humilité. Quand on est dans une situation de crise, on est dans une situation de difficulté, peut-être de faiblesse. Et donc je pense que le minimum, c'est d'essayer de rester humble et de ne pas essayer d'apparaître ou de s'en sortir de façon prétentieuse. La seconde, qui va avec la première, c'est la responsabilité. S'il y a une crise et qu'on est un leader, c'est que certainement quelque part on a une responsabilité, pas forcément une culpabilité, mais en tout cas une responsabilité, puisqu'on est un acteur majeur de la crise. Ça suppose d'être à la hauteur de ses responsabilités et de se montrer responsable. Je vous donne un exemple. Quand il y a une crise dans laquelle il va y avoir des victimes, eh bien, la première responsabilité du leader ou du dirigeant ne va pas être d'essayer de prouver qu'il n'est pas responsable des victimes, que son entreprise a pris toutes les mesures. Non, sa première responsabilité, ça va être de faire preuve d'empathie et d'être aux côtés des victimes et de montrer comment il va accompagner les victimes, comment il va les secourir, comment il va accompagner les familles. Peut-être est-il coupable, peut-être ne l'est-il pas. Mais le premier temps, celui de la responsabilité, c'est un temps de l'émotion et un temps de l'accompagnement. Et j'ai une petite formule
que vous avez repris la com est un métier, mais dans mes formules que j'utilise régulièrement, je vous dis toujours qu'en communication, de façon générale, et plus particulièrement en communication de crise, mieux vaut paraître coupable qu'être un salaud. Voilà. Et être coupable, avec le temps, ça passera. La justice dira si vous êtes coupable ou pas. Et la situation, être coupable, c'est presque quelque chose de technique. Alors qu'être un salaud, c'est quelque chose de moral et de personnel. Ça vous collera longtemps à la peau. Et même si vous n'êtes pas responsable, mais vous passez pour un salaud, ça sera toujours très mauvais pour votre image et votre réputation. Donc, l'humilité, la responsabilité et surtout l'empathie quand il y a des victimes. Et dans cette situation, quel est le rôle du communicant? Eh bien, le rôle du communicant, c'est d'accompagner le dirigeant, le leader que vous évoquez, parce que lui, son rôle, c'est de piloter la crise, justement. J'évoquais la nuance entre la crise et la communication de crise. Le dirigeant d'une entreprise, d'une organisation publique, le leader politique, lui, la crise le concerne, c'est lui le patron, le capitaine de la gestion de la crise. Mais pas de la communication de crise. La communication de crise, il doit la laisser, la confier, la déléguer à un communicant dont c'est le métier. C'est à un professionnel de la communication de gérer la communication de crise qui, lui, doit avoir du recul, doit faire preuve de beaucoup de sang-froid, ne doit pas mettre d'affect personnel. Si vous êtes le dirigeant qui est impacté par la crise, forcément, vous avez une réaction épidermique parce que c'est vous qui avez besoin de vous défendre. Donc, il faut qu'il y ait une personne extérieure qui ait le recul nécessaire pour vous permettre de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et c'est ça le rôle du communicant. Et le rôle du communicant de crise, c'est pas le communicant qui sort de l'école, c'est le communicant qui a une expérience, qui a déjà géré des crises, qui a déjà rencontré des difficultés, qui a déjà fait des erreurs et qui a pu apprendre de ses erreurs et qui va être la bonne personne pour vous accompagner au moment de la gestion d'une communication de crise. Alors, en Afrique, ici, nous traversons plusieurs crises. Certaines continuent toujours d'être d'actualité. Je veux parler notamment de la COVID-19, l'extrémisme violent, les attaques djihadistes, le terrorisme et récemment des séries de coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a un pays du centre qui a rejoint récemment le mouvement. Et alors, que pensez-vous de la communication, de la gestion de la communication dans ces situations? Je ne suis pas certain que mon avis ait un intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ces situations, quelle est la communication qu'il y a autour de ces situations. Donc déjà, on ne peut pas comparer la communication liée à une pandémie mondiale avec celle d'un coup d'État. Dans un cas, il y a des hommes qui ont pris une décision de mener des actions. Dans l'autre cas, on subit totalement une situation sanitaire. Donc, toutes les situations ne sont pas comparables. D'ailleurs, en communication de crise, je dis toujours qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas un processus à suivre. Il faut faire preuve de discernement et il faut étudier la situation pour la comprendre et pour pouvoir ensuite la gérer. D'accord ? Il y a des pratiques, il y a des réflexes à avoir. Il n'y a pas de règles type, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret. Il est fréquent qu'on me demande quelles sont les 3 premières choses à faire en cas d'une communication de crise. C'est pas exactement que ça se passe, puisque si je ne connais pas la crise, je ne sais pas est-ce que ça concerne... Ça dépend aussi du contexte. Je pense qu'il y a différentes communications. Prenons le cas le plus sensible, qui est celui des coups d'État ou des putschs. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les vrais sujets. Il y a plusieurs communications. Parce qu'il y a des communications, il y a une communication qui s'adresse aux populations, à la population directement concernée du pays. Il y a une communication qui peut s'adresser à la population continentale et qui ne sera peut-être pas la même communication. Il y a évidemment une communication qui s'adresse aux investisseurs, aux banquiers, au monde économique, qui ne doit pas être affolé, qui ne doit pas paraître, qui ne doit pas retirer ses actifs parce que le pays a besoin de continuer. Il y a une communication qui s'adresse à la diplomatie. Quels sont les partenariats qui doivent continuer à fonctionner, ceux qu'il faut régler parce qu'ils n'étaient pas forcément justes. Donc il y a plein de communications qui sont différentes parce qu'il n'y a pas les mêmes intentions. Donc en communication, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Là, on a une histoire à raconter. Il faut qu'il y ait une intention. Et là, vis-à-vis de ces différentes cibles, il y a des intentions différentes, donc des angles différents et des communications qui sont très différentes. Après, il ne m'appartient pas de les juger. C'est l'histoire de pays qui sont autonomes, qui sont libres d'agir comme ils l'entendent. Donc c'est certainement pas à une personne extérieure au pays de faire des commentaires sur leur communication. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a différentes communications. Ce qui est intéressant aussi et parfois qui est compliqué à percevoir, par exemple par la population, c'est qu'un message qui est délivré à la population peut être très différent d'un message qui va être délivré à des gens qui possèdent des intérêts financiers ou des intérêts politiques ou diplomatiques. Mais la vie est très très complexe et parfois il faut arriver à faire fonctionner tout un écosystème de gens qui ont des intérêts très différents. Alors il y a les intérêts majeurs du pays, les intérêts majeurs de la population. J'espère que c'est toujours ce qui guide ce genre de décisions et de mouvements.
Après, il faut aussi ne pas tomber dans des risques de sanctions, de difficultés supplémentaires. Donc il y a beaucoup de gens et beaucoup de choses à concevoir, percevoir, protéger pour avancer, puisque l'idée, ça reste quand même toujours d'avancer, de progresser. Alors, quels sont donc ces défis-là que l'Afrique doit relever en matière de communication? Je pense que l'Afrique n'a pas de défi particulier à relever en matière de communication plus que n'importe quel autre pays. Je pense que ce qui est très important, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est toujours se professionnaliser à travers le monde entier. Alors moins les pays anglo-saxons qui ont peut-être un peu d'avance sur nous, et peut-être que c'est davantage dans leur culture. Quand je dis nous, je parle des francophones. Les anglo-saxons ont peut-être un peu d'avance sur les latins et les francophones, donc sont peut-être un petit peu plus avancés sur leur perception et sur l'importance du rôle de la communication dans la société de façon générale, dans le business en particulier. C'est peut-être un peu moins le cas donc chez les francophones, à commencer par les Français. Donc il y a ce besoin absolu permanent de se professionnaliser. La communication, c'est pas une activité ludique, c'est pas une activité facile, c'est pas une activité qu'on donne à la personne qu'on aime bien dans l'entreprise, mais dont on ne sait pas quoi faire. Donc on dit bah tiens, on va la mettre à la communication. J'ai vu ça toute ma vie professionnelle. J'ai vu dans les équipes des gens qui n'avaient rien à faire là. Qui n'étaient même pas forcément contents d'être là, mais on les avait mis là parce que comme on ne savait pas quoi en faire, bah, la communication c'est facile, t'as qu'à faire de la communication. Donc se professionnaliser c'est très important. Et ce qui est aussi très important, c'est la capacité à s'adapter, parce qu'en 35 ans de vie professionnelle, moi quand j'ai commencé la communication, on ne demandait que deux choses, c'était d'avoir un bon rédactionnel et d'avoir un bon relationnel. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, j'imagine que ça vous fait un petit peu sourire à l'intérieur, même si vous ne le montrez pas trop, mais c'est absolument insuffisant. Si vous n'êtes pas digital native ou si vous ne fonctionnez pas comme un digital native, si vous n'êtes pas monté dans le train de l'Internet, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui de l'intelligence artificielle, eh bien vous êtes foutu. Donc cette capacité à s'adapter, elle est très forte. Elle n'existe pas dans tous les métiers évoluent. La communication d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle d'il y a un an, elle n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. Donc il y a ce besoin de professionnalisme et d'adaptation. Et comme par hasard, comme vous me demandiez qu'est-ce qui est important pour un communicant, je vous disais c'est notamment d'être curieux. Eh bien, si vous n'avez pas cette curiosité, vous ne pourrez pas répondre à ces exigences d'adaptation. Vous avez commencé par en parler, les réseaux sociaux ont donné vie ou bien naissance à un nouveau métier, le métier d'influenceur. L'influenceur ou bien l'influence est devenu un élément clé dans la communication. Beaucoup deviennent influenceurs réseaux sociaux du jour au lendemain. Déjà au Bénin, on en a plein. Hein. Environ 227 ont été dénombrés cette année avec entre 100 000 et 10 millions de followers sur Instagram selon Top Instagram Influenceur. Est-ce qu'il y a un lien entre l'influence et la communication? Alors j'ai envie de ne pas être d'accord avec vous sur un point, c'est que ce n'est pas un métier nouveau. C'est un mot nouveau, mais ce n'est pas un métier. C'est pas un métier nouveau. Ou alors peut-être c'est un métier nouveau, mais l'influence, elle existe depuis toujours. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux et ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, il y avait des journalistes qui influençaient, il y avait des scientifiques qui influençaient par leur savoir, il y avait des sages, des anciens qui influençaient par leur expérience. Donc c'est le monde qui est nouveau. Il y avait des intellectuels qui par leur réflexion, leur savoir. Donc l'influence, en fait, en réalité, elle existe depuis toujours. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'arrivée de nouveaux canaux de communication, il y a effectivement ce métier d'influenceur, alors qui n'est pas exercé comme un métier par tout le monde, mais qui l'est réellement par d'autres, qui lui est venu s'imposer comme un nouveau canal de communication avec lequel il faut faire. Parce que on touche énormément de gens par ce canal et on touche aussi d'autres populations. Les gens qui lisent les journaux, il y en a peut-être de moins en moins. Les gens qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision, ça reste des médias de masse, mais il y en a de moins en moins et ce ne sont pas toutes les générations qui suivent ces médias. Donc il faut aussi utiliser tous les canaux qui sont à disposition, les réseaux sociaux et les influenceurs qu'on retrouve aussi sur les plateformes de vidéos, donc pas seulement sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle opportunité, c'est un risque quand on ne fait pas de communication et on peut se retrouver attaqué par ces personnes et on ne saura pas se défendre, attaqué directement ou indirectement, mais un influenceur qui va montrer votre produit en disant qu'il n'est pas de qualité, il ne va pas chercher à vous nuire, c'est peut-être son expérience qui le fait dire qu'il n'est pas satisfait de ce produit. Si vous n'avez pas préparé votre communication, si vous n'êtes pas sur les réseaux, peut-être que vous allez passer à côté, en tout cas votre image va en prendre un coup. Donc ça c'est très important, et puis les utiliser aussi pour faire votre promotion, pour travailler avec eux, parce qu'ils ont une crédibilité très forte. Même les micro ou nano-influenceurs sont des petites communautés. Ce sont des gens qui ont une très forte crédibilité auprès de leur audience
parce que leur audience leur fait confiance. Et les audiences, ça font de moins en moins confiance à la publicité, de moins en moins confiance aux journalistes, de moins en moins confiance aux politiques, de moins en moins confiance aux communicants, alors qu'elle fait encore très confiance aux influenceurs, à ceux qu'elles suivent en tout cas, ceux que les gens suivent. Donc c'est devenu une nouvelle arme pour la communication. C'est exactement devenu une arme. J'adore ce mot parce que je l'utilise assez souvent. La communication, c'est une arme et on ne la confie pas. On ne confie pas une arme à n'importe qui. Donc on ne confie pas la communication à n'importe qui. On confie la communication à des professionnels et les influenceurs font partie de cet écosystème. Il est important de savoir les utiliser et de bien les utiliser. Il est important aussi pour les influenceurs qu'eux fassent honnêtement leur travail. Il ne faut pas qu'ils se discréditent, sinon ils risquent de discréditer toute leur profession. C'est déjà les défis qui existent dans le métier d'influenceur. Exactement, exactement. C'est vrai que vous avez commencé par l'annoncer et nous avons déjà parlé de l'Afrique. Au Bénin, quels sont donc ces défis de la communication et de l'influence? Je pense qu'au Bénin, ils sont exactement les mêmes qu'ailleurs. Je pense que personne n'est en avance ou en retard. On vit tous avec des rythmes différents. On est parfois en avance sur un sujet, moins en avance sur un autre. On est plus concerné par un sujet que par un autre. Mais je ne pense pas que le Bénin ait un défi particulier par rapport au reste du continent africain ou par rapport au monde dans sa globalité. Je crois qu'on est tous au même niveau et je pense que notamment les nouvelles technologies et les réseaux sociaux font qu'on est tous au même niveau. En introduction, je vous disais mon émerveillement d'être avec vous parce que c'est grâce aux réseaux sociaux. Eh ben, ça montre bien qu'on est exactement au même niveau puisque c'est les réseaux sociaux qui nous ont rassemblés. On est au Bénin et on vit le même moment et on partage le même moment. Ouais. La com est un métier. C'est un des titres de vos ouvrages, de vos livres que vous avez écrits. Et je me demande, est-ce une manière de revendiquer l'existence de cette profession? Est-ce que pendant longtemps, ce métier n'a pas été reconnu? Mais je pense malheureusement que c'est encore souvent le cas. La communication n'a pas la considération qu'elle mérite. Le marketing a beaucoup de considération parce que derrière le marketing, on voit tout de suite l'affichage de vente, on voit tout de suite l'affichage du business. La mesure de la valeur de la communication, elle reste encore parfois faible. Et comme je vous le disais, on retrouve aussi dans des services de communication des gens dont on ne sait pas forcément le métier ou qui n'ont pas leur place dans ces services-là. Donc je pense qu'il est important de revendiquer le professionnalisme nécessaire de la communication. Je pense que depuis qu'on échange, je l'ai évoqué directement. On l'a évoqué plus d'une fois. Directement ou indirectement. Je pense que c'est essentiel de le faire comprendre, mais il faut aussi l'expliquer. Moi, je dis souvent à mes équipes, quand j'arrive dans une entreprise avec des nouvelles équipes et qu'ils me disent oh, on n'est pas considéré, je dis ok, mais vous avez fait quoi pour être considéré? Parce qu'il faut aussi expliquer. Notre rôle, c'est aussi si notre rôle, c'est de valoriser le travail des autres, c'est aussi de valoriser le nôtre. Donc d'expliquer notre valeur, de montrer ce que nous apportons. Même chose, la technologie apporte aujourd'hui beaucoup de moyens de mesure. Moi, quand j'ai commencé ce métier, il y avait très peu de façons de mesurer l'efficacité de la communication. Donc, c'était plutôt une question de perception. Est-ce qu'on est satisfait d'une opération? Est-ce qu'on pense qu'on a bien fait? Est-ce que les gens, globalement, sont satisfaits? Donc, on se limitait à ça. Aujourd'hui, une action de relations presse, on peut mesurer le nombre d'articles qui sont tombés suite à cette action de relations presse. Mais ça, c'est juste du quantitatif, c'est pas du qualitatif. Mais on peut aussi mesurer la tonalité de ces articles. Est-ce que j'ai beaucoup d'articles qui disent du bien de moi ou pas tant que ça? Donc, il y a une vraie façon de valoriser le travail et ça fait partie d'une des explications pour promouvoir la nécessité de promouvoir notre métier. Et on a évoqué brièvement la communication de crise et vous avez dit que la communication était une arme. Est-ce qu'on gère une communication de crise à une personne qui est de passage et à qui on dit tiens maintenant c'est toi qui t'occupes de la communication ou est-ce qu'on la confie à une personne qui a de l'expérience, qui sait pratiquer le verbe, qui sait pratiquer l'expression orale, qui sait pratiquer les médias, qui sait utiliser les réseaux sociaux, qui sait travailler avec des influenceurs? Je pense que j'ai donné la réponse en posant la question. Alors, nous sommes sur ODD TV, nous traitons de l'agenda 2030. Cet agenda a été adopté en 2015. Nous sommes d'ailleurs à mi-parcours. Pensez-vous qu'il y a encore de grands défis de communication sur les objectifs de développement durable? Assurément. Assurément, pourquoi? Moi, il y a certains objectifs qui me touchent plus que d'autres dans les objectifs de développement durable. Et il se trouve que c'est des objectifs sur lesquels je travaille depuis très longtemps, pour ne pas dire toujours, avant même que Global Compact existe, que le mot de développement durable existe, que les termes de RSE ou ESG existent. Et c'est les questions de pauvreté et les questions de discrimination et peut-être plus récemment, je le reconnais, les questions de développement local. Moi, je ne comprends pas comment un être humain peut ne pas ressentir une émotion et se sentir très faible quand il voit d'autres êtres humains ne pas pouvoir se nourrir, se loger correctement, se soigner. C'est des choses qui sont
c'est le minimum de l'humanité que de permettre à une autre personne de pouvoir vivre dignement. Les questions de discrimination m'ont toujours touché. On ne peut pas juger une personne pour ce qu'elle est. On peut la condamner pour ce qu'elle fait de mal, en l'occurrence, éventuellement, mais pas pour ce qu'elle est, pas pour la façon dont elle est née. Donc c'est des sujets qui me bouleversent, qui me touchent, et sur lesquels j'ai toujours travaillé. Et je vous disais plus récemment, la question du développement local, peut-être une conscience tardive, mais grâce notamment aux objectifs de développement durable, cette question de ne pas aller prendre une ressource quelque part et puis d'aller en faire une valeur ailleurs, mais que la valeur, elle appartienne au pays pays ou région d'où sort cette ressource, ça me paraît très important. On ne peut pas, je vous donne un exemple qui devrait vous parler, on ne peut pas produire du coton et puis l'envoyer à l'autre bout du monde pour se faire tisser, pour se faire transformer, pour se faire imprimer, pour se faire commercialiser, et puis éventuellement racheter soi-même beaucoup plus cher ce coton qu'on a produit, mais qui nous a rapporté très peu de ressources, qui n'a pas créé d'emplois. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des partenariats. Moi, je ne suis pas contre la mondialisation. Je trouve ça très intéressant que les pays coopèrent les uns avec les autres. Si chacun était resté enfermé chez soi, je pense qu'il y aurait des difficultés aussi de développement, parce que tout le monde n'a pas tout et on a besoin des autres. Mais il y a aussi des aberrations. L'exemple que je vous donne en est un. Je sais qu'il concerne votre pays, mais il y en a dans tous les pays. Il y a des pays qui sont très stricts sur ces questions-là. Je pense à l'Australie, par exemple, qui n'importe pas les fruits que le continent produit. Donc, il se trouve que j'étais une année en Australie et c'était pas possible de manger des bananes. Et pourquoi ? Eh bien parce que les récoltes avaient été massacrées pour des questions météorologiques. Eh bien, le pays n'autorisait pas l'importation de bananes de l'extérieur parce que c'était pour protéger la filière banane. Alors, c'est toujours, encore une fois, c'est des questions qui peuvent se discuter parce que, c'est-à-dire pourquoi ne pas aider ou promouvoir le développement d'autres pays qui produisaient des bananes. Donc après, il faut trouver le juste équilibre. En tout cas, l'aberration de totalement déporter le développement local ailleurs et puis finalement se retrouver soi-même pauvre alors qu'on a des richesses et permettre à d'autres de s'enrichir sur votre dos, ça ne me paraît pas juste. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le juste équilibre dans le partenariat pour que tout le monde y gagne. Je pense que la planète est assez grande et assez riche pour que chacun puisse avoir la juste rémunération de son travail, de ses richesses, de ses ressources, sans avoir besoin d'aller exploiter les uns et les autres, parce qu'à la fin, on mourra tous. Donc de toute façon, mieux vaut vivre heureux et apaisé plutôt que de mourir riche, ça ne sert à rien. Vous parlez déjà de partenariat, vous êtes au Bénin, vous êtes en visite au Bénin pour un partage d'expériences. Vous allez rencontrer des hommes politiques, des promoteurs d'entreprises et également les influenceurs. Est-ce qu'il n'y a pas une capitalisation qui est envisagée mais forcément, je vous ai dit que la communication... Le monde, c'est du partenariat. Mais la communication, c'est créer de la relation. Donc déjà, ça a commencé. Maintenant, effectivement, l'idée de cette invitation, c'était de me permettre de venir partager, favoriser des rencontres, voilà, partager mon savoir. Mais comme vous l'avez dit, et ça a déjà commencé, et ça va se poursuivre encore pendant 48 heures, il y a tellement d'opportunités, de rencontres et de personnes qui font que des relations vont se créer, que des partenariats pourront naître à un moment ou à un autre. Moi, je viens partager mon expérience. Et comme je vous le disais au début de nos échanges, moi, je vais repartir avec une image, avec une réalité, avec ce que j'ai vu. Quand j'ai visité ce matin la zone spéciale de Glodjibé, moi, je ne savais pas que ça existait. Je n'avais aucune idée de cette dynamique, de cette volonté politique pour commencer, et puis des actes qu'il y a derrière. Pour reprendre une de mes formules, en communication, il faut toujours privilégier l'annonce des faits à l'effet d'annonce. Là, il y a une annonce des faits, il y a une zone, elle existe, elle est en partie construite, elle s'est réalisée les premières tranches se sont réalisées beaucoup plus vite que prévu. Pour la formation sur les métiers du textile, c'est déjà en place. Enfin, les usines de fabrication de textiles ne sont pas encore en place, mais il y a déjà un immense bâtiment avec, j'ai compris, 1000 personnes qui sont formées. J'y étais ce matin, c'est ultra moderne. C'est d'atteindre 15 000 employés. Oui, mais avant même, il y a déjà 1000 personnes qui sont formées. C'est ultra moderne. On voyait que les gens étaient à leur tâche, ils étaient très fiers de ce qu'ils faisaient. Enfin, on voit tout le potentiel qu'il y a. Je cite cet exemple parce que je l'ai vécu.
l'intégralité de la zone va permettre un développement économique vraiment qui va être très favorable, qui est donc très soutenu aussi par l'État. Je pense que c'est un sujet dont il va falloir parler, qu'il va falloir aussi promouvoir à l'extérieur. Il y aura des partenariats quand même qui vont découler de votre visite au Beli. Et ben, à terme, je le souhaite et j'espère que nous pourrons en reparler et qu'on pourra les célébrer. Justement, et nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-nous quel est votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de capitaliser, on parle de capitaliser, n'oubliez pas de capitaliser sur la communication. Comme je le dis, la communication, c'est un métier, là je m'adresse à vous. La communication, c'est un métier, que vous soyez dirigeant, que vous soyez un leader politique ou d'entreprise. Ne négligez pas votre image, ne négligez pas votre réputation. Ayez recours à des gens qui sont professionnels. Il n'en manque pas au Bénin. Il y a des gens incroyablement dynamiques, j'en connais beaucoup, j'en croise beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des agences, il y a des communicants, des communicateurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit des professionnels, qu'ils vous accompagnent et qu'ils accompagnent votre business, votre développement, votre image, votre réputation et qu'ils soient là aussi pour anticiper et gérer vos crises quand vous en avez. La communication, c'est un métier, amis internautes, amis de ODD TV. C'est déjà la fin de cet entretien spécial que j'ai eu le plaisir d'animer avec ma collègue plus chérie Adjora. Tenez-vous tranquille, on aura encore sur ce plateau Monsieur Fougera pour d'autres questions liées toujours à la communication de crise. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau. L'honneur était pour moi et je serai toujours à vos côtés quand vous me solliciterez.